Bonsoir et bienvenue à vous en direct sur Public Sénat. Voici les titres du 22h ce soir. L'Agence française de sécurité sanitaire a-t-elle manqué à son devoir dans l'affaire devenue scandale des prothèses mammaires PIP? De plus en plus de chirurgiens l'affirment. La FSAP, cette agence, n'aurait pas tenu compte de leurs plaintes suite à des ruptures de prothèses. Et le scandale redouble d'intensité ce soir puisque des prothèses de ce type ont également servi pour des hommes. Notre invitée, elle réclame la création d'une mission parlementaire sur ce dossier. Chantal Joanneau tout à l'heure. Cifrance, Petroplus, les dossiers sociaux s'accumulent, mais les solutions restent floues. Comment sauver tous ces emplois? 550 pour Petroplus et 880 à Cifrance. Gouvernement et candidats, la présidentielle affiche leur volontarisme, mais que valent leurs propositions? C'est le débat du 22h avec notre chroniqueur Jean-Louis Gombaud et Bruno Jeudi, rédacteur en chef du journal du dimanche. Et puis, connaissez-vous un exemple d'injure politique? Oui, on aurait tendance à citer celle qui a fait polémique hier, sale mec. Mais vous verrez ce soir qu'il y en a bien d'autres et qu'avant c'était pire. Abject animal, écrivait ainsi Charles Maurras à propos de Léon Blum, lequel répliqua par brute, véreuse. On en parle ce soir avec l'auteur du petit dictionnaire des injures politiques. C'est tout à l'heure. Merci d'être en notre compagnie ce soir. Sans nommer son adversaire et sans être officiellement candidat, Nicolas Sarkozy tacle François Hollande sur l'un de ses thèmes de campagne ce matin, alors que le président poursuivait sa tournée des vœux décentralisés aux quatre coins de la France. Il s'en est pris à une mesure emblématique du programme de François Hollande, la création des 60 000 postes dans l'éducation. On l'écoute. Je veux le dire comme je le pense, imaginez la recréation de postes dans l'éducation nationale, c'est irresponsable compte tenu de la situation financière de notre pays. Et Nicolas Sarkozy en a profité pour dévoiler les contours de son projet de probable, très probable, futur candidat pour l'éducation, avec notamment la fin du collège unique et la redéfinition du métier d'enseignant. Dans l'actualité, ce sont deux dossiers sociaux devenus politiques. Petroplus, raffinerie installée à Petit-Couronne, près de Rouen, et puis Cifrance, compagnie maritime à Calais. Parlons d'abord de Petroplus, objet de toutes les attentions aujourd'hui. François Hollande s'est rendu sur le site ce matin. Le candidat PS en appelle à la responsabilité de l'État pour trouver un repreneur sérieux. Et le Premier ministre François Fillon a reçu le PDG de ce groupe suisse à Matignon tout à l'heure. Les politiques sont aussi aux petits soins pour Cifrance cette fois-ci. Mais dans ce dossier, vous allez le voir, les négociations sont au point mort. État, SNCF et syndicats campent sur leur position. Les détails avec François Goulin. Ils attendaient que le ministère leur propose des solutions. Les représentants syndicaux de Cifrance sont repartis avec des devoirs à faire. Un business plan de leur projet de coopérative, c'est-à-dire un rapport chiffré sur les projets d'évolution de l'entreprise. La ministre de l'écologie et des transports, Nathalie Kosciusko-Morizet, demande qu'il soit remis demain soir au juge chargé de trancher sur le dossier. Pour la CFDT, le syndicat majoritaire, le gouvernement fait tout pour que le projet de reprise par les salariés échoue. Eux, ils veulent liquider l'entreprise, démolir l'entreprise et il faudrait la rebâtir après. On va refaire un appel à Nicolas Sarkozy. Il s'est engagé à plusieurs reprises en faveur de la SCOP, en faveur du sauvetage du pavillon français, en faveur de Cifrance. Et donc on attend qu'il respecte ses engagements, mais je sais qu'il le fera. La SNCF, l'actionnaire de Cifrance, a bien proposé 60 000 € d'indemnité pour chaque salarié, à réinjecter ensuite dans la coopérative. Le syndicat, lui, veut que chacun garde sa prime et que l'État fasse un chèque de 50 millions d'euros supplémentaires pour éponger les dettes. Refus de la ministre. Pour elle, la balle est désormais dans le camp des salariés. Est-ce que vous voulez vraiment monter cette société coopérative ouvrière? Nous vous en donnons les moyens. Il n'y a que vous qui pouvez répondre à la question et porter le projet. Et puis c'est une question de confiance qui est aussi posée à tous les salariés de Cifrance et à leurs familles. Est-ce que vous faites confiance à vos représentants syndicaux? Le tribunal de commerce se prononcera lundi sur l'avenir de la société calaisienne qui emploie 880 salariés. La coopérative est le seul projet de reprise aujourd'hui déposé sur le bureau des juges.
Et dans ces deux dossiers, Sifrance donc et Petroplus, l'Élysée veut limiter la casse et ne pas les transformer en abcès de fixation à quelques mois de la présidentielle. On en parle avec nos invités ce soir. Bruno Jeudi, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à vous, rédacteur en chef au Journal du Dimanche, JDD, et notre chroniqueur Jean-Louis Gombault. Bonsoir Jean-Louis. Alors Bruno, les dossiers sociaux se multiplient. Quelle peut être la stratégie du gouvernement? Est-ce qu'il va monter au créneau à chaque fois, régulièrement? Vous l'avez dit, d'abord, il s'agit surtout de limiter la casse dans une ambiance de forte hausse du chômage. Et Nicolas Sarkozy sait très bien que les prochains mois ne seront pas très bons. L'INSEE avait publié une note avant les fêtes qui était assez alarmiste. Et sur ce terrain-là, il n'y aura pas de bonnes nouvelles pour le président candidat, puisque, évidemment, sa candidature est dans toutes les têtes. Donc, évidemment, dans cette ambiance de plans sociaux qui se multiplient, il y a des symboles à chaque élection présidentielle. On se souvient de Lionel Jospin en 2002, impuissant devant les salariés de l'U en région parisienne. On se souvient aussi un peu plus tôt d'un François Mitterrand qui avait aussi exprimé cette fameuse phrase « on a tout tenté contre le chômage ». Et Nicolas Sarkozy veut absolument pas se retrouver dans cette situation-là. Donc, jusqu'au bout, il essaie de donner l'illusion qu'il tente quelque chose. On le voit à travers le dossier Sifrance, qui est probablement un dossier compliqué, mais pas très bon. Et on voit mal comment les salariés vont pouvoir sauver leur entreprise parce que ce qu'il aurait proposé est quand même assez difficile à mettre en place. Et puis de l'autre côté, on a Nicolas Sarkozy, mais on a aussi François Hollande qui lui a recours, il n'est pas au pouvoir, c'est un peu plus facile, donc en gros lui dit l'État peut venir au secours en dépensant de l'argent. D'ailleurs, il était sur le site de Petroplus aujourd'hui, et il se déplace là où ça ne va pas, il appuie là où ça fait mal. Est-ce que la bataille va se jouer dans les ports, dans les usines ? De toute façon, la bataille va se jouer sur le terrain de l'emploi industriel, ça c'est clair. Il y avait eu un dossier avant les vacances publié dans les Échos qui a beaucoup marqué les esprits des candidats et il faut bien avoir en tête l'idée que le maintien des usines va être le leitmotiv de tous les candidats. Maintenant, on sait aussi que tout ça ne se passe pas seulement à l'échelle de la France, ça se passe à l'échelle de l'Europe, à l'échelle du monde. Et là, les atouts de la France ont singulièrement diminué ces dernières années. Alors parlons du cas particulier Petroplus. Juste sur Sifrance, Jean-Louis, on le disait déjà hier, on est dans l'impasse sur ce cas-là. Les négociations sont bloquées. Pour Petroplus, quelle solution est envisagée ? Alors, il n'y a pas de solution envisagée en réalité, alors que Sifrance, c'est au moins quelque chose qui est plus ou moins bricolé qui est là. Mais ce qu'il faut voir, c'est que ces deux dossiers sont assez intéressants parce qu'il va y en avoir d'autres tout au long de la campagne présidentielle. Alors, Bruno vient nous rappeler que Mitterrand, Jospin avaient des problèmes de ce genre, mais c'est vrai qu'aucune campagne présidentielle depuis 1974 ne s'est déroulée dans une bonne conjoncture, c'est comme ça. Mais aujourd'hui, c'est la pire de toutes. Et effectivement, ces entreprises comme Petroplus ou comme Sifrance, leurs problèmes ne sont pas nouveaux. Ça fait 10 ans que Sifrance perd chaque année pratiquement de l'argent. Ça fait 4 ans que Petroplus perd de l'argent. Quand il n'y avait pas la crise, vous avez une petite croissance, l'affaire était quand même relativement gérable. Et puis brusquement, arrive la crise. Les surcapacités de raffinage se font beaucoup plus pesantes. Jusqu'à présent, on pouvait résoudre une partie des surcapacités en exportant aux États-Unis, mais la récession aux États-Unis fait qu'en fin de compte, on ne peut plus vendre. Les banques qui assuraient plus ou moins les fins de mois de Sifrance ou bien de Petroplus avaient un peu d'argent, si vous voulez, elles étaient regardantes, bien entendu, mais enfin, ça pouvait encore passer. Arrive la crise, et ces entreprises qui vivotent depuis plusieurs années, brusquement, elles se trouvent dans une conjoncture politique très particulière, elles se trouvent dans une situation littéralement d'étranglement. Et il y en aura d'autres. Et il y en aura d'autres d'ici au mois de mai parce que la conjoncture est très mauvaise. Tous les raisonnements politiques doivent partir de ce fait fondamental de la crise et de la récession, et l'économie ne va pas attendre la présidentielle. Justement, Jean-Louis le dit, il y en aura d'autres. Est-ce que maintenant l'État doit intervenir? Est-ce que finalement tous les responsables politiques, ils ont l'air de croire ou de vouloir dire que l'État doit intervenir à chaque fois? C'est un peu le paradoxe de la situation d'aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on voit bien les salariés se tournent vers un État, tout le monde, même parfois des entrepreneurs aussi se tournent vers les États pour tendre la sébile, pour avoir des aides, alors qu'on sait que les responsables politiques le répètent tous, à commencer par Nicolas Sarkozy, qui est aux affaires, qu'il n'y a plus d'argent pour l'État. Donc, et ça va être très difficile aujourd'hui pour l'État de débloquer, de voler au secours d'entreprises. Donc ça va être une situation assez paradoxale pour les candidats.
J'apporterai juste une précision à ce que vient de dire Jean-Luc Gombault, c'est que en 2007, la situation était un petit peu moins mauvaise et il y a eu quelques dossiers économiques. On se souvient EADS, on se souvient des chantiers navals de Saint-Nazaire, mais il y a eu moins de bagarres sur ce terrain-là parce que la situation économique a vu une petite pause dans la hausse du chômage. Il y a eu une période un peu plus favorable et du coup, cette campagne avait été un peu épargnée. Par contre, 2002, c'est vrai que ça avait été un des grands dossiers. Là, je crois que cette campagne va se dérouler sur un fond de crise le plus grave qu'on ait connu depuis une trentaine d'années, et ça va beaucoup peser sur les candidats. Et on l'a bien vu aujourd'hui, François Hollande qui va à Petroplus ce matin, oui, mais Nicolas Sarkozy qui s'est emparé. Il en appelle à l'État, Bruno Jeudi. À qui peut profiter, malheureusement, ce sont des questions très graves. Mais lui, il est pose à faire. C'est pas très difficile pour lui. Lui, il est en contre. On attend ses propositions. Il peut toujours dire l'État sur ce dossier-là doit intervenir pour sauver le dernier pavillon français. Il dit il faut qu'il apporte, l'État doit prendre ses responsabilités. Alors on aimerait être là pour dire qu'est-ce que sont les responsabilités publiques. Alors il dit... Je pense qu'il fait allusion à la SNCF. Sur Petroplus. Sur Petroplus. Aujourd'hui, il était à Petroplus aujourd'hui. Il dit l'État doit prendre ses responsabilités. Et il ajoute, il faut que l'État trouve un repreneur. Mais là, on voit bien le problème. Sérieux, il ajoute. Un repreneur sérieux, mais il n'y a aucun repreneur sérieux pour les raffineries aujourd'hui, parce qu'il y a la crise. Et on voit bien Total qui a fermé sa propre raffinerie à Dunkerque, un raffineur américain a fermé à Berre, Petroplus lui-même a déjà fermé en Alsace. Il n'y aura pas de repreneur pour ça. Et c'est vrai que ça met la bataille politique dans une situation très particulière, parce que la marge budgétaire, elle est quasiment nulle. Les banques, avant, vous pouviez faire pression sur les banques. Il faut prêter. Mais maintenant, vous ne pouvez plus faire pression sur les banques. C'est pas possible. Le Société Générale a annoncé des compressions d'emplois. Natixis, aujourd'hui, la situation bancaire, ces gens-là ne veulent plus obéir au pouvoir politique. Donc évidemment, ça complique les affaires de la bataille politique. Pour finir, Bruno Jeudi, on voit là peut-être aussi les limites du volontarisme politique. Pour 6 francs, ces négociations n'ont pas abouti. Est-ce que ce serait vraiment contre-productif si quelqu'un disait, comme à l'époque Lionel Jospin, eh bien l'État ne peut pas tout? Oui, c'est vrai, mais en même temps, sur ce dossier, alors que manifestement, ils n'étaient pas sur la même longueur d'onde, les deux ministres. Je veux parler de Mme Kosciusko-Morizet, la ministre de tutelle, et M. Mariani, ministre des Transports. Il y a eu un arbitrage plutôt en faveur de la solution de Mme Kosciusko-Morizet, parce que Nicolas Sarkozy ne voulait pas être pris en flagrant délit de laisser tomber une entreprise dont il s'est engagé pour la SCOP, en se disant que de toute façon, ce serait difficile à aboutir à quelque chose de positif. On verra, lundi, il y aura une décision définitive. En tous les cas, impossible pour lui de ne rien faire. En même temps, difficile d'aller très loin. Jean-Luc Gombault l'a bien écrit, il n'y a plus de marge de manœuvre financière pour les États et ça va être ça, les limites du volontarisme en politique. Comme et puis il faut que ces propositions, ces engagements aillent au-delà de mai 2012 pour les salariés. Ah bah oui, c'est-à-dire que c'est le plus important. Il faut justement... Que ça soit viable. Il faut que ça soit viable. Et c'est le problème de 6 France qui nous propose un plan, enfin d'ailleurs on verra demain soir, mais il n'y a pas, on ne lit pas, il y a un projet de SCOP qui est mais il n'y a pas ce qu'on appelle un business plan permettant une viabilité à long terme. Donc dossier à suivre. Merci beaucoup messieurs pour votre analyse. La suite du 22h avec à présent cette affaire, ou plutôt ce scandale, celui des prothèses mammaires PIP, et à chaque jour son rebondissement, puisque l'on apprend ce soir que l'Agence française de sécurité sanitaire aurait été prévenue de rupture de ces prothèses chez de nombreuses femmes depuis déjà 2009. Des courriers de chirurgiens sont ainsi restés lettres mortes. Bérengère Dinglas. Réunion cruciale ce soir au ministère de la Santé pour enfin apporter des réponses aux porteuses de prothèses PIP. Et les attentes sont nombreuses. Il faut impérativement, effectivement, que les victimes puissent être explantées et réimplantées dans les meilleures conditions. Les meilleures conditions, ça veut dire que celles qui n'ont pas les moyens de financer leur réimplantation puissent trouver les moyens d'être réimplantées au mieux. Côté chirurgien, on répond qu'on pourra assumer le nombre d'opérations supplémentaires, mais que c'est à l'État de dire quelles opérations seront remboursées. C'est désormais vers le contrôle des produits que le débat s'oriente, car contrairement aux médicaments, il existe peu de suivi pour les prothèses, qu'elles soient mammaires ou non. Je pense qu'il faut, si vous voulez, une agence d'État qui soit en dehors des lobbies, qui fasse le travail de façon correcte, régulière, avec des visites qui ne soient pas préparées à l'avance, donc de vrais contrôles. Le ministre de la Santé Xavier Bertrand a annoncé aujourd'hui un renforcement des contrôles au niveau européen pour répondre à ces inquiétudes. Une décision indispensable pour l'AFSAPS. Avant l'autorisation de mise sur le marché, c'est plus d'essais sur plus de malades.
et après l'autorisation de mise sur le marché, une obligation de suivi car les effets secondaires peuvent arriver à long terme. Une première démarche pour plus de contrôle des dispositifs médicaux, mais qui n'apaise pas le malaise des 30 000 femmes porteuses de prothèses PIP en France. Elles bénéficieront tout de même d'un suivi après le retrait des implants. Et notre invitée ce soir, on est ravis de l'accueillir, Chantal Joanneau, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à vous, ex-ministre et sénatrice UMP de Paris. Alors sur cette grave affaire des prothèses mammaires PIP, vous demandez une mission parlementaire. Le ministre de la Santé, d'ailleurs, Xavier Bertrand, y est favorable. Il demande aussi d'autres enquêtes administratives. Quels seront les objectifs de cette mission parlementaire? C'est d'avoir une vision transversale en fait sur ce sujet, parce que ce dont on se rend compte, c'est qu'effectivement il y a un problème en termes de contrôle. La SAPS peut faire des contrôles inopinés, mais le dernier est remonté à 2001 et ensuite 2010, donc il y a un problème de contrôle. Il y a un problème d'information des patientes. Les dispositifs médicaux ne sont pas des dispositifs anodins. Il y a un problème peut-être de prise en charge, peut-être. Donc on a besoin de voir l'ensemble de la chaîne, et sur ces dispositifs non remboursés qui ne dépendent aujourd'hui que d'une législation européenne, dès lors qu'on est en train de renégocier la directive européenne, c'est peut-être aussi l'occasion, en faisant le point sur cette affaire, de faire des propositions et d'approfondir nos propositions. Enfin, c'est un sujet où on a un sentiment de malaise, parce qu'on a l'impression de revivre le Mediator, mais sur des dispositifs médicaux. Justement, on va revenir là-dessus, mais sur la mission, donc les contours et les objectifs sont clairs, elle peut être mise en place assez rapidement? Espérons-le. Après, ça dépend en fait de la présidente de la commission des affaires sociales. C'est une proposition qu'on lui fait, donc ça lui appartient. Donc vous attendez maintenant. toujours la réponse, voilà, de ce point de vue-là. Est-ce que pour vous c'est un scandale de santé publique, puisque vous avez parlé du Mediator, compte tenu de la gravité des faits, compte tenu du nombre de personnes touchées? On va voir, puisque les rapports vont être rendus publics normalement début de semaine prochaine. Enfin, ceci dit, malheureusement, on a déjà une petite idée. Donc, ce qui s'est passé est scandaleux, ça c'est clair. Donc, on est bien dans un scandale et de santé publique, puisqu'on a 30 000 femmes qui sont potentiellement concernées. Il y a 500 000 femmes qui ont des prothèses mammaires aujourd'hui en France. Donc, on est bien potentiellement, effectivement, sur un scandale de santé publique. Quand un dispositif est utilisé à aussi grande échelle, et comme vous l'avez rappelé d'ailleurs dans pas mal de vos reportages, il n'y a pas que les prothèses mammaires, on est potentiellement sur un scandale de santé publique. Il y a aussi les hommes qui sont concernés, on l'a appris ce soir, avec d'autres types évidemment d'implants. Mais il n'y a pas de raison qu'il y ait que les femmes qui soient concernées. Oui, mais malheureusement pour ça, on aurait aimé que ce soit pas l'égalité, tout à fait. Alors s'il est prouvé, comme l'avancent certains chirurgiens, que la SAPS, autorité nationale, quand même a été alertée de rupture anormale depuis déjà quelques années par les chirurgiens, déjà après l'affaire Mediator, comment vous expliquez qu'une telle agence, qui a quand même pour rôle de diligenter des inspections, des enquêtes, ait laissé passer ça? Il y avait peut-être une question de moyens. C'est vrai qu'avec le dernier budget, la loi, ce qu'on appelle la loi Mediator, c'est pas un bon terme, enfin bon, on a renforcé les moyens de cette agence. Suffisamment, selon vous? Écoutez, d'après le ministre, oui, moi je peux pas vraiment. C'est le rapport, justement, la mission plutôt pourrait nous le dire un peu plus précisément. C'est pour ça. Donc on a renforcé ces moyens. Ensuite, effectivement, ils se sont peut-être concentrés sur d'autres préoccupations que sur des dispositifs qui ne sont pas remboursés, qui sont jugés anodins. C'est vrai qu'il y avait un contrôle en 2001, celui ensuite de 2010. Alors, constat d'augmentation des risques de rupture en 2009, contrôle en 2010, c'est pas totalement normal, mais ceci dit, pourquoi est-ce qu'entre 2001 et 2010, il n'y avait pas eu plus de contrôle? Voilà les différentes questions que l'on peut se poser dans le cadre d'une commission pour faire toute de ce sujet quand il y aura évidemment les conclusions de cette mission. Chantal Joanneau, autre sujet, évoquons à présent les législatives, notamment à Paris. Vous connaissez bien, élu dans le 12e arrondissement, vaste arrondissement. L'UMP serait sur le point d'investir quelqu'un que vous connaissez bien, puisque vous avez porté avec lui un dossier important pour la France. Ce sont les JO d'Annecy, il s'agit de l'homme d'affaires, Charles Beigbeder. Il a le bon profil, selon vous? On est alors sur deux sujets différents entre Annecy et le 12e. Mais vous connaissez bien le personnage. Oui, non, mais c'est vrai que moi j'ai clairement émis des réserves, parce que le 12e arrondissement est un arrondissement où plusieurs personnes comme ça sont venues de l'extérieur de l'arrondissement. Moi, je m'étais plutôt prononcée pour une personne qui soit un élu local de l'arrondissement. Donc vous n'êtes pas favorable à au choix de Charles Beigbeder? J'ai exprimé des réserves, voilà, pour dire attention, il y a eu un traumatisme dans cet arrondissement. Maintenant, ensuite, le choix appartient à l'UMP, à la Commission nationale d'investiture. J'ai pas entre guillemets. Vous avez votre place, en fait. Moi, oui, mais je n'appartiens pas à la Commission nationale d'investiture. C'est le choix de Jean-François Copé. Je ne vais pas parler du choix, mais est-ce que vous comprenez quand même l'exaspération de certains élus de votre propre camp qui vous demandent, pas à vous, mais à l'UMP, bien d'arrêter les parachutages, les copinages?
Il y en a qui sont exaspérés en lisant cette information sur Charles Becbédé dans le Figaro. Oui, j'ai vu qu'il y avait des réactions, effectivement, mais c'est pour ça que je considérais surtout dans le 12e, où c'est 4e fois, que ça risque d'être très difficile. Arrondissement clé. Arrondissement pour la reconquête que vous espérez pour la reconquête municipale, arrondissement est extraordinaire parce qu'effectivement très large, on y trouve tout, enfin concentré de Paris. Et donc mais il faudrait ensuite c'est le choix de Jean-François Copé qui décidera. Moi, je n'appartiens pas à la CNI, donc. Oui, mais vous avez votre mot à dire. Est-ce que d'ailleurs vous allez vous impliquer plus largement? Là, je parle dans la campagne présidentielle, parce qu'on vous voit moins monter au créneau. On voit beaucoup les snipers de la droite. On voit vos anciens collègues de la majorité qui sont au gouvernement, et puis vous, moins. Oui, parce qu'ils sont au gouvernement, déjà. Oui. Et pourquoi c'est plus facile le Sénat vous a anesthésié? Non, c'est plus facile d'avoir accès aux médias quand vous êtes au gouvernement. Mais oui, je m'impliquerai dans cette campagne. Oui, parce que le président de la République, depuis 2002, je travaille avec lui, donc j'y crois. Je crois vraiment qu'il a effectivement une vision pour la France, puis surtout une volonté. Enfin, il essaye, au moins il se donne du mal, et au moins il essaye. Et ce que je reproche, moi, en général, aux autres candidats, c'est qu'à part des grandes déclarations de principe, ils n'essayent pas, ils font pas de propositions. On peut se tromper, c'est vrai, mais on fait au moins des propositions, quoi. Donc vous descendrez sur le terrain, vous n'êtes pas un petit peu caché là au Sénat, non? Ah non, au Sénat, vous êtes dans la bataille politique. Au Sénat, je ne suis pas tellement cachée, non. Puis j'aime ça. Enfin, honnêtement, si on fait de la politique pour rester planqué, avoir un fauteuil bien tranquille, on s'ennuie. Hein, vous l'avez dit. Merci beaucoup Chantal Joanneau d'avoir été notre invitée. La suite du 22h avec tout de suite le tour de l'info préparé comme chaque soir par Cécile Sixou. Mais d'abord, cette information en Tunisie avec l'immolation par le feu d'un homme dans le gouvernorat de Gafsa, c'est dans la région du centre-ouest du pays, qui est très touché par le chômage. Cet acte désespéré intervient à quelques jours de l'anniversaire de la révolution il y a un an. Et puis il intervient alors qu'il y a une visite aujourd'hui de 3 ministres dans cette région. Le tour de l'info à présent. La peine de mort, c'est la condamnation qui a été requise contre Hosni Moubarak en Égypte. Une nouvelle fois, l'ancien président a comparu sur une civière. Il est accusé du meurtre de plusieurs centaines de manifestants pendant la révolte qu'il a chassé du pouvoir. La date du verdict n'est pas encore connue. Au Sénat, on ne perd pas de temps. Hier, on apprend que la loi réprimant la négation des génocides sera examinée à la fin du mois. Dès ce matin, les auditions ont commencé. Des représentants des communautés turques et arméniennes ont été entendus. Si le Sénat adopte cette proposition de loi fin janvier, la Turquie pourrait décider de nouvelles mesures de rétorsion contre la France. Nous ne pouvons pas, encore une fois, imaginer que la seule candidate capable d'être au second tour et qui talonne le président de la République dans les intentions de vote ne puisse pas être présente à l'élection présidentielle. Dans le camp frontiste, c'est l'inquiétude à quelques mois des élections. La candidate du Front National n'aurait toujours pas reçu les 500 parrainages et serait apparemment loin du compte. En cause, selon elle, le PS et l'UMP qui donnent des consignes à leurs élus pour qu'ils réservent leur signature. Autre ambiance chez Europe Écologie Les Verts. Dans ses vœux, Eva Joly, plus poétique, souhaite un printemps au parfum de jasmin contre Nicolas Sarkozy et contre ses 5 années de gaspillage et de mensonges. Même si on en a eu un aperçu hier, l'insulte politique ne date pas d'hier justement. Il y a une vingtaine de siècles déjà, Cicéron était un virtuose redouté de l'injure politique qui rythme et rythmera sans doute encore longtemps l'affrontement politique. On en parle avec notre invité ce soir, Bruno Fulini. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à vous. Vous êtes à l'origine de ce petit dictionnaire des injures politiques, le voici, auquel une vingtaine d'auteurs ont contribué. Alors, à quoi reconnaît-on déjà une injure politique? Qu'est-ce qui la caractérise? Et donc, comment avez-vous fait la sélection de toutes ces petites phrases Oui, dans ce il y a livre? 1200 citations dans ce livre, de la Révolution à nos jours. Et effectivement, les 19 auteurs qui y ont contribué, historiens, journalistes, se sont tous heurtés à la même difficulté. Qu'est-ce qu'une injure et qu'est-ce qu'une injure politique? Il ne suffit pas d'insulter un homme politique pour que ce soit une injure politique. Une injure politique, d'abord, c'est une injure qui est publique. Si vous, dans une lettre à un ami, dans votre journal intime, vous dites toutes sortes de méchancetés sur un ministre, ça n'est pas une injure politique parce que ça ne fait pas partie
partie du débat public. Ça ne nourrit pas la réflexion ou le débat ou l'animation des foules, si vous voulez. Donc l'injure publique, c'est un outrage l'injure politique, c'est un outrage qui est public, et c'est quelque chose qui est polémique, et enfin c'est quelque chose qui est réflexif. C'est-à-dire que lorsque vous insultez quelqu'un, par exemple si vous le traitez d'incapable, ça veut dire que vous vous estimez capable, compétent. Si vous traitez quelqu'un de malhonnête, c'est que vous vous posez en garant de la vertu. Et donc l'injure politique, c'est aussi quelque chose qui nous renseigne énormément sur l'insulteur, la façon dont il se positionne, et puis aussi son registre de langage, son registre culturel, ses références. Est-ce qu'il arrive que, l'objectif c'est surtout de discréditer l'adversaire, l'injure est donc une arme politique, est-ce qu'il arrive qu'elle se retourne contre l'insulteur? De plus en plus. À certaines époques de notre histoire, il était tout à fait bien vu d'injurier l'adversaire, c'était une marque de conviction. Plus vous étiez convaincu, plus vous aviez le verbe tranchant et vous étiez offensif. Aujourd'hui, ça passe très mal et on le voit. Aujourd'hui, il vaut mieux être insulté qu'insulteur, car quand vous êtes insulté, eh bien vous pouvez vous offusquer devant les médias tout à fait, bien sûr. Et c'est celui qui apparaît comme l'insulteur qui finalement est suspect d'avoir perdu ses nerfs, perdu le contrôle de lui-même. Notre vie politique, contrairement à ce que croient beaucoup de gens, c'est incroyablement adouci, pacifié, si on compare à ce qu'était la vie politique, par exemple sous la guerre froide, ou sous la Troisième République pendant l'affaire Dreyfus. Je ne parle même pas de la Révolution, où on attaquait des gens en expliquant qu'il fallait les envoyer à la guillotine. Donc c'est beaucoup plus soft. Pour une fois, c'était pas mieux avant, on peut le dire. Les hommes politiques font usage de ces injures, les hommes, plus que les femmes, selon vous? Est-ce que dans ce domaine-là, l'égalité est de mise? Une Marie-France Garot, on n'est pas quelqu'un de particulièrement tendre. Quand elle dit « je croyais Jacques Chirac, du marbre dont on fait les statues, il est de la faïence dont on fait les bidets », je pense qu'on peut dire que c'est une femme politique qui manie l'injure politique avec un certain brio. La phrase de Ségolène Royal, François Bayrou m'a fait l'impression de l'amant qui craint la panne. Je pense qu'elle parlait de Voilà, c'est tout à fait cinglant. Ce qui est vrai, c'est que la féminisation de la vie publique a rendu encore plus difficile le maniement de l'injure. On voit bien qu'après-guerre, à partir de 1945, quand les femmes votent et quand quelques femmes commencent à être élues parlementaires, commencent à siéger au gouvernement, c'est vraiment de moins en moins porté que d'injurier. On cesse d'être dans un univers purement masculin où on pratique, je dirais, l'injure homérique, l'injure qui sert à défier l'adversaire. Là, l'injure devient de plus en plus quelque chose d'incontrôlé et de mal porté, de mal élevé, de mauvais, y compris politiquement. Quelle est la meilleure réponse, selon vous, à l'injure politique? À l'injure en général, oui, l'injure en général, c'est Matteo Alemann, l'auteur de Guzmán de Alfarage, qui disait le meilleur remède contre les injures, c'est de les mépriser. Il ne faut pas les relever. Et quelqu'un comme Jaurès, qui fait partie des hommes politiques qui ont été les plus insultés dans notre histoire, un jour a été attaqué par un député d'extrême droite, un député nationaliste, et lui a dit « mais ne méprise pas qui veut, monsieur ». Voilà. Ce qui était une façon extraordinairement subtile, efficace, finalement, de l'injurier, de lui montrer qu'il n'était pas digne de l'injurier lui. Alors vous l'avez dit, il y a une sélection incroyable de petites phrases et d'injures. Il y en a une en particulier qui vous plaît entre guillemets, je vais dire, mais qui vous frappe, qui est à retenir. Il est évident que les injures les plus savoureuses sont les moins grossières, les plus spirituelles. Il y avait un champion à la matière, c'était Clémenceau, à la mort du président Félix Faure. Donc le chef de l'État vient de mourir et Clémenceau déclare, en entrant dans le néant, il a dû se sentir chez lui. Je crois que c'est un chef-d'œuvre. Je crois que tout est dit. Merci beaucoup Bruno Fulini. Vraiment, c'est à lire. Et pas seulement par les responsables politiques. Petit dictionnaire des injures politiques. Il y a des très très belles phrases aussi, des très belles trouvailles. Merci beaucoup à vous d'avoir été notre invité ce soir. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Dans un instant, retour sur une âpre bataille qui s'est déroulée au Sénat. Vous l'avez sans doute suivi avec nous dans nos différentes éditions. C'est la bataille budgétaire. Pour la première fois depuis très longtemps, la droite menait le débat, mais dans l'opposition. Vous allez voir, il y a eu aussi quelques insultes justement qui ont fusé. Regardez, c'est tout de suite et on se dit à très bientôt.
La nouvelle majorité sénatoriale a pris possession du palais de Marie de Médicis. Moi, j'avais le sentiment ce soir-là qu'ils ont pris la Bastille. Nos amis sénateurs de l'UMP n'acceptent pas bien l'idée que le Sénat change et qu'ils ne sont plus majoritaires. Un Sénat à gauche pour la première fois de son histoire, un virage qui vient bouleverser l'examen du budget, texte phare de l'année. En repoussant le débat sur la loi de finances, vous vous asseyez lourdement sur la Constitution. Vous privilégiez votre démagogie électoraliste au détriment de l'intérêt collectif au service des Français. Vous ne pouvez pas prétendre empêcher à toute force, à chaque fois, la majorité d'aller jusqu'au vote. Conséquence de l'alternance, la gauche obtient le poste de rapporteur du budget. Une première. Non, la mesure que proposera le gouvernement dans la loi de finances rectificative n'est pas aussi juste que celle que je propose. Mais les socialistes laissent à l'opposition UMP la présidence de la commission des finances. Une décision controversée qui va changer la donne. Vous auriez tort de mépriser ce qu'ils ont fait, sincèrement. Contraints de travailler ensemble, les deux nouveaux protagonistes sont des habitués, mais leurs rôles ont radicalement changé. Difficile de l'arrêter, Nicole Bricq. Toute la journée, elle court. Je suis pas une vedette de cinéma, moi. Hein. Je suis pas bankable, comme on dit. C'est la première femme à occuper le poste de rapporteur du budget. J'ai jamais eu mes fonctions parce que j'étais une femme. Hein. Je les ai eues par ce que je suis et ce que je fais. Je ne fais pas partie d'une génération où spontanément on mettait une femme, même si elle avait un beau sourire. Et c'est du coup quand même assez historique. Oui, oh, n'exagérons pas. Dans le bureau qu'elle occupe depuis le mois d'octobre, vous êtes gonflée. Nicole Bricq n'a presque rien changé. Si on ne va pas épiloguer, hein. Moi, je travaillerai dans un couloir. Non, moi, je ne fais pas attention. J'occupe une fonction. Hein. La seule chose, c'est que j'ai changé les tableaux. Bon, j'ai pris dans le fond de la maison. Voilà, ils ont nettoyé la moquette, les murs. Mais bon, ils ne l'auraient pas fait, ça ne m'aurait pas gêné. Voilà qui suffit à camper le personnage. C'est une bosseuse. Elle déjeune souvent dans son bureau en consultant ses dossiers. Ça prend du temps. Je pars tous les soirs avec mon paquet. Hein. Puis là, il faut que je parte. Je n'ai plus rien sur mon truc, sur mon bureau. J'étais une provinciale au départ. À une époque où c'était Paris. Hein. Moi, je parle de... J'étais pas une énarque, donc je n'avais pas de réseau. J'étais d'un milieu qui n'était pas... je ne suis pas fille d'eux. Je me suis toujours battue pour qu'à un moment donné, on dise c'est elle. Voilà, the right woman in the right place. Députée, puis sénatrice en 2004, d'une assemblée à l'autre, Nicole Bricq a toujours été membre de la commission des finances. Alors devenir rapporteur du budget, elle y a pensé plus d'une fois. Et hasard ou pas, pour les élus socialistes, sa candidature n'a pas fait l'ombre d'un doute. Nous nous apprêtons au Sénat à voter les recettes